le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes en forme. En tout cas, moi je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 9-2 Aparté, l'émission 100% sport sur les antennes de Radio Grand Lac. Et salut Bernard, merci d'être à mes côtés, ça faisait bien trop longtemps qu'on n'avait pas parlé de sport ensemble, comment tu vas ? Salut Adrien, écoute, je vais très très bien et je suis très très heureux de te retrouver et d'être présent ce soir dans ce studio. Bon Bernard, ce soir, on se retrouve quand même dans un contexte de sprint final. Là, il y a du suspense un petit peu partout sur cette fin de saison pour nos clubs savoyards et aux Savoyards. Entre course à la montée, à l'Europe, au maintien. Franchement, on est gâtés en actualité bouillante. Il y a du suspense. Le temps. Exactement, on va prendre le temps de discuter tout ça. C'est génial. J'espère que t'es prêt. Je suis dans les starting blocks. Super. Alors, programme pour aujourd'hui. Déjà, on commence fort. On va y aller avec du hand. Toute l'actu de la team Chambé et avec son président. On arrive tout de suite sur ça. Puis on poursuivra avec du cyclisme et un tour d'horizon de l'organisation de l'événement Most Showtime Tour. Et enfin, on terminera cette émission en discutant de tous les autres clubs qui vivent actuellement des fins de saison animées et pour lesquels il y a plein de choses à se raconter. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va faire cette joyeuse émission. On va commencer tout de suite. Tout d'abord, j'accueille en plateau, il est avec nous. Bonsoir, monsieur Eric Clerc. Comment ça va en ce début de semaine ? Bonjour Adrien, écoutez, merci pour cette invitation. En tout cas, ça me fait très plaisir d'être parmi vous. Et ça va très bien. Un petit mot quand même, Eric Clerc, c'était incontournable de l'avoir pour parler handball, parce que c'est un ancien journaliste sportif qui a suivi le handball chambérien depuis pratiquement la création du club. Et c'est vrai que c'est très bien d'avoir son éclairage. Et puis, il est toujours dans le sport, mais dans la communication sportive maintenant, Eric, c'est ça, hein ? Oui, tout à fait. J'ai quitté le Dauphiné Libéré durant lequel j'ai passé beaucoup d'années, l'année dernière. Et donc voilà, j'ai créé l'agence Éclair Communication, qui travaille dans la communication, mais en lien avec le monde sportif. On en reparlera. Parfait. Enfin, moi j'aimerais quand même accueillir la personne la plus à même de nous parler des jaunes et noirs, le président de la team Chambé, il est avec nous. Bonsoir Alain Poncet, est-ce que vous nous entendez bien ? Il entend. Alors, j'ai un peu de mal. Tac. Est-ce que vous pouvez réessayer, s'il vous plaît, monsieur Poncet ? Non, j'ai un petit souci. Attendez, je vais essayer quelque chose. Tac. Ne bougez pas. Petit problème technique, ça arrive. Ça, c'est les joies du direct, mais c'est pas grave, on va retrouver Alain Poncet. Essayer ? Je suis au milieu du lac, à croire. Super, ça marche. Voilà. Ok. Je rejoins la côte, donc je vous remercie. Exactement. L'averse est passée. Alors, comment allez-vous, monsieur Poncet ? Je vous salue tous les trois et vous remercier de m'accueillir sur vos ondes. C'est super. Ça va pas mal. On est ravis de t'avoir, Alain. C'est super gentil. Merci beaucoup d'être parmi nous pour discuter de la team Chambé. Pour commencer, donc on est à 3 journées de la fin. Rappelons que vous êtes quand même 4e du championnat, en pleine course à l'Europe. C'était d'ailleurs l'objectif majeur de ce début de saison. Alors comment ça se présente pour vous ? Confiant ou pas ? Là, on a plutôt les cartes en main. Maintenant, on s'emballe pas puisqu'il nous reste encore 3 matchs avec des matchs qui sont pas forcément hyper simples à jouer. On a 3 points d'avance et il y a 6 points à récolter. Donc, il faut à strict minima gagner un match si Nantes nous fait le plaisir de battre Nîmes, qui est notre poursuivant. Et sinon, 2 matchs à gagner, 1 ou 2 matchs à gagner, sachant qu'on fait le dernier match du championnat à Montpellier. Exactement. Montpellier qui jouera sur ce match-là soit le titre, soit une place en Ligue des Champions. Donc, ça peut être chaud. Donc, il faut que le sujet soit réglé lors des 2 prochains matchs. Et oui. Et à votre avis, qu'est-ce qui va faire la différence sur ce sprint final ? Notre détermination et la détermination de Nantes à être aussi champion de France, donc doit absolument gagner Nîmes, ce qui nous sécuriserait en partie. Et puis notre détermination, le schéma idéal dont je rêve même pas secrètement, c'est que jeudi prochain Nantes gagne Nîmes et que nous on aille gagner Cesson ou au pire des cas faire un match nul pour que le week-end prochain on soit totalement européen. Alain, mais le jeu va rester chaud jusqu'au bout.
Alain, tu parles de la détermination. J'imagine qu'elle est forte du côté de la team Chambé parce que on va être très clair. Pour une équipe comme Chambéry, décrocher une qualification en Coupe d'Europe, accéder à l'exposition que peut représenter une Coupe d'Europe, c'est vraiment un enjeu essentiel. C'est un bel enjeu quand vous faites du haut niveau depuis plus de 26 ans. C'est que vous êtes motivé par le haut niveau, motivé par la compétition. Et la plus belle compétition après le championnat de France, c'est une Coupe d'Europe. Donc, c'est notre récompense d'une belle saison. Et c'est plutôt un truc que l'on souhaite vivre. Alors, avant que vous me posiez la question, ça n'a pas d'incidence réelle économiquement. Une Coupe d'Europe. C'est comme si vous avez fait. Une Coupe d'Europe rapporte de l'argent que si on est dans le carré final. Sinon, grosso modo, elle s'équilibre, quoi. Donc, d'accord. Le jeu, c'est la motivation et les garçons sont calibrés pour ça et donc c'est ce qu'on va chercher. Alain, je te promets que j'allais pas te poser la question, sincèrement. Mais non, c'était même pas prévu. Eric, peut-être. Oui, c'est toujours une exposition, tu l'as dit Bernard, qui est intéressante pour le club mais pour la ville de Chambéry. Je me rappelle, j'avais eu la chance en 2002 d'être du voyage en Macédoine pour la première Coupe d'Europe, à Skopje. Voilà, à Skopje. Non, pas à Skopje, à Rezen, pardon. À Rezen, tout à fait. Et voilà, donc Chambéry, et l'Europe, c'est une belle histoire d'amour. Alors je sais pas parce que elle a connu beaucoup de satisfaction, mais aussi quelques déboires comme l'année dernière, comme cette déception qu'on n'attendait pas. Mais ça fait partie du sport. Une élimination prématurée. Oui, avec un bel avantage au match aller qui s'est malheureusement pas concrétisé au retour, mais ça fait partie du sport, ça fait partie du haut niveau, et voilà, et Chambéry qui a une belle opportunité de revenir encore à la table des grands clubs européens, donc c'est une bonne nouvelle. Et Alain, est-ce que ça peut faire venir aussi, est-ce que ça peut avoir un aspect attractif pour des joueurs en termes de recrutement, bien évidemment, de la perspective de jouer une Coupe d'Europe? Oui, clairement, puisque des joueurs d'un certain niveau de jeu ont tous envie de vivre une Coupe d'Europe. Donc, et on le voit d'ailleurs, hein, l'échec et la faute grave, parce qu'on a très mal vécu de notre élimination précipitée l'année dernière en Coupe d'Europe contre une équipe qu'on n'aurait pas dû perdre, a certainement construit notre saison, parce que ça nous a apporté une frustration et une volonté certainement d'aller absolument chercher une place en Coupe d'Europe, et j'espère que ça sera le cas l'année prochaine, de vouloir vraiment profiter de cette Coupe d'Europe si on est européen, quoi. Mais oui, il y a un certain nombre de joueurs qui souhaitent plutôt être dans un club comme Chambéry qui joue les places en Coupe d'Europe, même si aujourd'hui, en termes de budget, on est plutôt à la 9-10e place, et on joue les 4-5e places généralement, quoi. Donc je pense que c'est le plus Chambéry, mais les joueurs le savent, et aujourd'hui, après quelques années peut-être un peu plus difficiles, Chambéry est revenu au plus haut niveau. Aujourd'hui, les 3 premiers devant nous sont des équipes qui ont des budgets qui sont le plus proche de nous, à le double de nous. Donc voilà, il y a 3 gros et Chambéry, quoi. Donc on a repris la place qui est reconnue par tout le monde dans le handball français, et maintenant à nous de savoir mieux performer en Coupe d'Europe. Et c'est clair qu'il y a une surperformance du point de vue du budget de la part de cette équipe qui va jouer les places européennes, alors que, comme vous le dites, 9e en termes de budget sur cette ligue-là. Mais donc, effectivement, comme vous nous le dites, là, cette déception en Coupe d'Europe, elle a vraiment enclenché une dynamique. Au lieu de se morfondre, vos gars, j'imagine que justement, ils sont forgés un mental d'acier. C'est ce qui vous a permis de garder le cap, c'est ça? Oui, c'était une vraie cicatrice, quoi. Et puis, sincèrement, donc, on vit pas sur des échecs, quoi, mais je le prends même par exemple au repas de la trêve juste avant Noël, avant de se séparer pour les vacances après le dernier match. On passe toujours un moment convivial à déjeuner ensemble avec un petit brief sur le bilan de ce qui s'était fait, sur un recalage des objectifs. Et bien voilà, on était déjà 4e à cette époque-là, donc on était totalement sur notre tableau de marche. Tous les résultats étaient plutôt positifs, ce qui nous a pas empêché à ce moment-là de rappeler en disant que on avait quand même pris une pleine tarte dans la figure, ce sera bien plus poli que ce que j'allais dire, et qu'il fallait s'en souvenir, quoi. Donc voilà, il faut à la fois surfer sur toutes les bonnes nouvelles, les bonnes performances, mais ne jamais oublier quand on s'est planté. Et une défaite n'est pas dramatique si elle sert d'expérience et elle sert pour construire le reste. Et là, quand on parle toujours de budget, comme on aborde une saison,
au mois de septembre, quand on sait qu'il y a 3 équipes devant qui ont déjà un budget qui, en dépit de tous les exploits qu'on peut faire, sont déjà hors de portée. Comment on aborde une saison comme ça, quand au point de départ, on sait que... Tout est possible dans le sport. Il y a quelques années, le PSG est arrivé dans le handball. Et je me rappelle une interview sur RMC. On m'interroge en disant comment vous allez vivre maintenant, le championnat est plié. Il y aura plus de suspense, plus rien, etc. Et tout. Donc oui, il a été souvent plié. Paris a souvent été champion. Mais encore cette année, il n'est pas sûr encore de l'être, quoi. Et aujourd'hui, les places européennes sont pas acquises. D'ailleurs, en bas de tableau, les descentes ne sont pas acquises non plus. On est dans un championnat qui vit beaucoup, quoi. Donc, bien évidemment, on peut rêver d'être champion de France tous les ans. Il faut être réaliste. Un accident peut arriver. Sur un championnat, c'est plus compliqué. Je vous rappelle qu'il y a 3 ans maintenant, on gagnait la Coupe de France devant les 3 plus gros budgets du championnat, quoi. Et on était de grosso modo déjà à la 9e place. Donc, le sport a cette faculté d'émotion et des fois de circonstances et de compétitivité qui vous permet, pourquoi pas, d'aller jusqu'au bout, quoi. Et donc aujourd'hui, oui, le titre de champion de France, quand on démarre une saison, on n'y croit pas. Après, on se dit, tiens, on va essayer d'être européen. Sur le papier, Chambéry ne l'est pas, et puis finalement, j'espère qu'il le sera vendredi soir ou dans 10 jours au pire. Et puis, une Coupe de France, et ben ça se joue, et puis des fois, il y a des belles surprises, quoi. Voilà. Je suis pas un fan de foot, mais on regarde aujourd'hui dans le foot, il y en a un qui a failli gagner la Coupe de France et qui est relégable en championnat, quoi. Donc, c'est la magie ou la surprise du sport. Ah, exactement. Justement, moi qui voulais revenir encore une fois un petit peu sur cette saison, vous avez eu à un moment justement après Noël une longue série d'invincibilité où justement vous perdiez plus un match en championnat et c'est arrêté avec ce léger revers au niveau de Saint-Raphaël. Vous qui êtes en interne, racontez-nous un petit peu comment ce groupe-là il s'est forgé justement à ce moment-là cette dynamique hyper positive. Je pense qu'on a un bon collectif et un groupe qui vit bien ensemble. Donc, il suffit de que ce soit le staff ou la direction du club de savoir faire les savants mélanges au quotidien, mais il gère très bien ça. Après, si on regarde, j'ai pas tout le championnat et tout ce où on a perdu, mais globalement, on a perdu contre des équipes qui sont plus en bas de tableau, quoi. Hein, on n'a pas forcément, on a gagné le PSG chez nous. C'est vrai. Voilà. Donc, il y a pas de réalité, il y a pas de vérité vraie dans un championnat. Si aujourd'hui on regarde les matchs, Saint-Raphaël est toujours une équipe difficile à manier, quoi. Et Saint-Raphaël a souvent fait souffrir pas mal d'équipes et s'est souvent écroulé en fin de match. Donc ils l'ont pas fait le jour où on les a rencontrés, c'est dommage. Mais on a perdu à Chartres qui aujourd'hui risque sérieusement de descendre. Je pense qu'ils descendront pas, mais ils surfent avec la relégation. On a perdu à Limoges. J'espère qu'on se vengera au match retour parce que c'est un des matchs à tout prix à gagner dans 10 jours au Phare. Donc voilà, il n'y a pas de... Quoi qu'il en soit, on le sait que sur la durée, le plus gros budget est premier, le deuxième budget est deuxième et le troisième budget est troisième, quoi. Mais sur la durée, mais le sport a cette surprise qui peut, il y a toujours un événement qui peut le faire. On a perdu contre Montpellier cette année chez nous d'un but. Voilà. Aujourd'hui, on était capable d'aller taper un certain nombre d'équipes qui sont théoriquement pas à notre portée. Donc, déjà, avant de croire en début de saison, de dire on va être champion de France, croyons déjà en notre collectif, croyons en ayant des valeurs et allons chercher les résultats et allons chercher une place en Coupe d'Europe. Et c'est ce que les garçons ont fait. J'ai dit que la précipitation, la sortie précipitée de Ligue des Champions, de Coupe d'Europe, a certainement été un des éléments qui nous a construit dans notre championnat. Je suis pas Madame Soleil et je sais pas si il en aurait été autrement. On aurait peut-être même bien continué. Le cumul des deux compétitions aurait peut-être été difficile parce que là, l'accumulation des matchs aurait été certainement une complication, quoi. On le voit, on a quelques blessés là sur ces derniers matchs.
il faut vite qu'on prenne le point qui nous manque absolument, parce que sinon ça va être chaud pour nous, quoi. Donc une saison se joue jusqu'au dernier moment, parce qu'on n'est pas à l'abri aujourd'hui d'une mauvaise surprise, parce qu'on a de la casse. Voilà, quand on parle de moyens, les moyens de Chambéry, que l'on sait réels, mais aussi modestes par rapport au grand Stylandais. Quand on parle de recrutement, il faut flairer des bons coups, il faut recruter malin. Ah oui, il faut être malin, il faut bien affiner, il faut regarder. Aujourd'hui, nous, on a, sincèrement, on va prendre le cas de Gustavo Rodriguez, qui est notre arrière droit, qui est hyper performant, quoi. Il venait de Pro League. Il venait de Ponto Combo, on allait le chercher là-bas. On sentait que c'était un bon joueur. Il a fait une belle première saison. Il a explosé la deuxième saison, quoi. Et aujourd'hui, tout le monde le regarde avec attention. Voilà. Un Alessandro Costoya est un joueur espagnol qui voulait être qu'à un niveau européen, etc., mais qui est pas à la base, qui est pas un joueur qui impressionne tout le monde. Mais quand il est sur le terrain là, chaque fois qu'il est sur le terrain, il a 74% de réussite. Là, je crois qu'il a marqué 5 buts ou 6 sur le dernier match. 6 buts, je crois, voilà. Il est performant, ça apporte beaucoup, quoi. Tous ces joueurs de valeur. Ensuite, voilà, le gardien fait beaucoup. Et je pense qu'on a surtout un bon staff, et il écoute pas la radio parce qu'il est en réunion, donc j'en profite pour dire que c'est aussi un excellent technicien, un excellent meneur d'hommes, et ça y fait beaucoup, quoi. Là, ça fait 27 ans, 27 ans ou 28 ans, maintenant j'ai un trou, que Chambéry est au plus haut niveau français du championnat. Malgré tout, avec une gouvernance qui est plutôt stable, avec un encadrement qui est plutôt stable, ben ça sert d'expérience. Vieillir, ça a aussi du bien. Absolument. Alain, ces valeurs que tu évoques, cet ADN chambérien, et effectivement cette fidélité aussi avec les hommes et pour travailler sur le long terme, tu penses que c'est quelque chose qui est attractif aussi pour les joueurs, justement, d'arriver dans un club qui est structuré, qui est dans l'apaisement, qui est dans la sérénité, alors peut-être pas au sommet de l'Europe, mais en tous les cas avec des vrais projets sportifs. C'est un plus pour un joueur étranger ou français d'ailleurs de venir s'insérer dans le collectif chambérien. Il y a plein de critères qui interviennent. Il y a un club qui est capable de jouer une place européenne parce que l'effectif le permet. On a un cadre de vie qui est pas dégueu aussi. C'est clair. Que ça peut un petit peu aider également. On a un club où on a une vraie culture. Je crois qu'on a à la fois une culture de la gagne, de la performance, du haut niveau et de l'exigence. On est très exigeant, très rigoureux, mais on a un esprit malgré tout famille, quoi. Voilà, les joueurs ne sont pas des numéros, c'est pas des pièces comme ça, c'est vraiment des garçons c'est une grande famille, que ce soit entre eux, mais avec les dirigeants, etc. Sans oublier que voilà, avec le côté positif de la famille, sans oublier le fait que la seule chose qui nous apporte, c'est la performance. Et donc ils savent qu'ils ont un cadre rigoureux, et souvent quand ils arrivent, ils sont surpris par cette exigence qu'il y a dans ce club, parce que c'est un des seuls moyens aujourd'hui d'être performant. Et être exigeant, c'est pas forcément demander aux joueurs d'être exigeants, c'est que le staff soit exigeant avec ce qu'il fait, ce qu'il demande aux joueurs, mais ce qu'il produit également lui-même, et également la direction et l'organisation du club, quoi. L'exigence du haut niveau, elle commence par le déplacement, par l'encadrement, par le suivi médical, dans tous les points, c'est l'exigence sur tous les points, et pas simplement sur des exigences à demander aux joueurs, vous avez un contrat pour faire ça. C'est un ensemble de choses, et je pense que on a cette exigence. Souvent, quand ils arrivent, ils sont surpris de cette exigence, de cette rigueur, mais c'est ce qui fait aussi que c'est comme ça qu'on gagne certainement quelques places au classement. Bernard parlait d'ADN du club, Alain. La formation en fait partie. On se rappelle on parlait tout à l'heure du titre de 2001 et de la formation de Rudy Bertsch avec le sport études, dont la formation a posé déjà les fondations de ce titre. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui avec l'académie? Tu as raison de mettre le point sur l'académie. L'académie et la formation sur toute Chambéry. Aujourd'hui, il y a plus de 40% de l'effectif
qui a été formé à Chambéry. C'est-à-dire qu'on va chercher des joueurs à l'extérieur, mais on a aussi formé nos propres joueurs, quoi. Et c'est ça qui est important, parce que du coup, ces joueurs sont formés, on va dire, tout petits. Ils arrivent à 18 ans au centre de formation. Pour ceux qui ont commencé, il y en a certains qui ont commencé au club, hein. Pierre Paturel a quasiment commencé sa carrière au club et prendra sa retraite au club. C'est un élément majeur de notre réussite. Pour deux raisons, parce que ils ont la culture du club, ils sont bien infusés au niveau de la culture du club, et ça se permet. Ils ne sont pas payés moins cher parce qu'ils ont été formés à Chambéry, mais du coup on les connaît. Donc il n'y a pas le risque que l'on peut avoir d'un mauvais recrutement parce qu'il n'y a pas d'un problème d'intégration. Donc c'est là-dessus que qu'on a un plus et qu'on performe. Ensuite la formation, oui, ça a toujours été une des bases de l'ADN de Chambéry. On a fait un très gros investissement. On est le seul aujourd'hui en Europe à avoir un tel site de formation en indoor, et où on a à la fois des salles de cours, on a à la fois des hébergements, des vrais studios indépendants, chacun avec un lieu de vie, un centre d'entraînement à côté avec un terrain, avec une salle de musculation, avec des bureaux, etc., des kinés à proximité. On a un outil complet qui là aussi permet d'apporter, on est exigeant sur tout l'outil qu'on a mis en place, ce qui nous permet également de demander un niveau d'exigence à nos stagiaires, quoi. Et puis on a recruté cette année un expert de la formation et du handball avec Stéphane Limbrata, qui est également un plus sur l'avenir de Chambéry, quoi. Il n'y aurait pas de Chambéry s'il n'y avait pas tous ces investissements et ce temps passé sur la formation, puisque là aussi, comme je l'ai dit, ça joue également sur l'économie du club, pas en termes de monnaie, mais parce que on supprime le risque d'erreur. D'accord, mais effectivement, oui, avec cette académie qui a l'air de bien tourner, vous avez aussi une bonne base à ce niveau-là. Comme je disais, c'est pas des numéros, c'est pas des chiffres, ils font partie intégrante de ce club, ces jeunes-là. Est-ce que justement, votre coach, Eric Maté, que vous avez prolongé récemment, il a une bonne gestion, voilà, de tous ces jeunes, de ce groupe professionnel. Vous renouvelez bien votre confiance en lui. Jusqu'où vous pensez qu'il pourra mener cette équipe et ce club-là? Je ne peux pas vous répondre à cette question, je ne sais pas, on vient de le renouveler. Je m'amuse toujours à dire à mes entraîneurs que quand la situation est un peu difficile dans tous les sports, vous avez le président dit « j'ai une totale confiance en mon entraîneur ». C'est pas possible. Généralement, ça se passe comme ça. Donc, je ne vais pas dire que j'ai totale confiance en mon entraîneur, je vais simplement dire qu'on a renouvelé notre entraîneur et qu'il est sur un projet sur 4 ans qui est intéressant. Et voilà. Et Eric, la preuve de la confiance qu'on a en Eric, c'est qu'on a accepté qu'il soit entraîneur adjoint d'équipe de France, c'est-à-dire qu'il passe une partie de son temps, malgré tout, sur un autre sujet important, mais ce qui lui apporte également une expérience supérieure, une vision du handball supérieure, et c'est vraiment un gros bosseur, quoi. Je pense que l'une des qualités principales d'Eric, c'est que c'est vraiment un très gros bosseur, qui est exigeant avec les autres et très exigeant avec lui-même. Je reviens toujours avec les mêmes mots, ça va paraître un peu répété, mais c'est la base du projet. Et je pense qu'Eric, il ira certainement. Je ne vois pas comment il n'ira pas à la fin de son contrat, et donc il va commencer un nouveau contrat dans un an, donc on a un peu de temps de voir. Oui, forcément. Vous aurez le temps de me réinviter, je vous dirais. Sans problème, avec grand plaisir. On en rediscutera, et peut-être pour parler de matchs de Coupe d'Europe l'année prochaine. Voilà. J'aimerais un petit peu évoquer le fait, et puis même vraiment évoquer le fait que sur cette fin de saison, et puis même tout au long de la saison, il y a un vrai engouement qui se crée. Et j'ai vraiment cette impression que c'est au-delà des supporters de la première heure et historique. Il y a une ferveur chambérienne et des alentours qui s'ajoutent et qui se développent autour des résultats de ce club qui sont extrêmement bons. Comment vous le vivez, vous, comment vous l'expliquez surtout? On le vit bien. Oui, ça j'imagine. Je suis jamais content, donc je pense qu'on peut encore faire mieux. Mais on a déjà réalisé, on a 15 matchs de championnat à domicile. On a réalisé à ce jour 6 guichets fermés, et il y a de fortes chances que le prochain et dernier match soit à guichet fermé, quoi. Donc c'est plutôt beau sur une saison, avec un démarrage de championnat qui est toujours difficile pour remobiliser les gens. Donc
On va s'y penser l'année prochaine, mais je pense qu'il est fort probable que l'objectif qui soit fixé à la billetterie, à la communication du club, etc., c'est qu'on soit plutôt à 9 ou 10 guichets fermés l'année prochaine. Je pense que c'est le fait de montrer que ce club est totalement ancré. Je crois qu'aujourd'hui, Chambéry est une ville de handball. La Savoie est un département de ski, de montagne, parce que le sport numéro 1 quand même dans notre région, c'est quand même ce qui se passe en dessus de 1500 mètres d'altitude, et c'est notre culture. Mais ensuite, c'est le handball. Et même en dehors de la Savoie, c'est sur la même chose sur les pays de Savoie. Aujourd'hui, on est très ancré. Donc, avec les années, avec la performance, les gens aiment le haut niveau, donc ils viennent se faire plaisir. Et puis, sincèrement, pour ceux qui sont venus au phare le savent, et ceux qui ne sont jamais venus au phare, venez vite voir un match de hand, quoi. Il y a vraiment quelque chose. Même quelqu'un qui découvre le phare pour la première fois est toujours surpris parce qu'il y a une ambiance impressionnante. Il y a du spectacle sur le terrain, dans les tribunes, avec les régales et les fondus, avec nos animateurs. Et puis, il y a une vraie ferveur. Et un match de hand, c'est grosso modo 60 buts. Un match de hand, c'est 2 mi-temps de 30 minutes. Donc, toutes les minutes, grosso modo, il y a un but. Toutes les minutes, il se passe quelque chose. Il y a un repli, il y a un machin, il y a une sanction, il y a quelque chose. Donc, c'est vivant. Même si vous n'êtes pas un spécialiste, vous connaissez pas totalement les règles, vous passez un super moment et vous venez en famille. Dans une famille, tout le monde n'est pas forcément câblé sport, mais tout le monde passe un bon moment de 7 à 77 ans pour prendre la formule, quoi. Et je pense que c'est plus que du sport, c'est du sport et du spectacle, les dimensions. Il y a quelques semaines, il y avait l'adjoint au sport, l'adjoint à la culture de la ville de Chambéry. Vous savez, les adjoints à la culture sont jamais forcément les premiers supporters du sport, quoi. Il était devant moi et je lui dis, à un moment, je lui dis, oui, c'est un vrai spectacle. Et il me dit, c'est mieux qu'un spectacle parce que c'est un spectacle et en plus il y a du suspense. Ouais. Donc Alain, ça veut dire qu'on a gagné, c'est pour ça qu'on remplit le phare à ce niveau-là. Quand on parlait d'ancrage, est-ce que, au-delà de ta modestie légendaire, la vraie fierté, elle n'est pas là justement d'avoir ancré Chambéry depuis 29 ans au plus haut niveau, quand on reconnaît les exigences justement du sport de haut niveau, d'avoir fait de Chambéry une place forte du handball français? Alors, j'étais pas président il y a 29 ans, j'étais président pas beaucoup moins, mais quand même. Ne me vieillissez pas trop, c'est clair. La force de l'âge, je le rappelle, c'est quand même d'avoir entendu un jour Alain Poncet dire « De mon vivant, je serai jamais président ». Et ça, moi, je peux le dire que je l'ai entendu. Mais c'est une exclue, là. Hein. On dit toujours des erreurs, en fait, on dit toujours des conneries, si je peux me permettre. Excusez-moi de dire ça sur votre antenne. Vous êtes permis. Non, je crois qu'il y a pas Alain Poncet. Alain Poncet et à l'époque est sous, donc là, je pense que c'était pas une erreur que je disais. Tu reprends ces termes-là. Je disais que j'étais pas le président, que j'étais le chef d'orchestre. Et c'est très prétentieux, quoi. Mais je m'entourais des bons musiciens. Je me suis entouré de bons techniciens. Je me suis entouré de bons financiers, d'une équipe commerciale, etc. On peut pas être président d'un club, d'un sport collectif sans croire au collectif. Et moi, j'ai une profonde croyance au collectif, quoi. Et sur une bonne équipe, quand vous avez une bonne équipe, si vous êtes tout seul sur un terrain de hand, vous faites pas grand chose. Si vous avez des quiches autour de vous, vous faites pas grand chose. Si vous avez des bons joueurs, vous pouvez marquer, mais eux, ils peuvent marquer, quoi. C'est ça la force de Chambéry, quoi. C'est aussi une certaine stabilité peut-être dans la gouvernance, parce qu'elle évolue progressivement. Elle reste pas c'est pas une équipe les dirigeants, même s'il y en a qui étaient déjà avec moi au début, il y en a, mais il y a aussi plein de nouveaux dirigeants. Donc il y a à la fois le renouvellement, comme un collectif d'une équipe. Si vous gardez la même équipe pendant des années, ça devient compliqué parce qu'elle se sclérose. Et si vous n'avez pas retenu du 109 et aller chercher chaque fois des compétences, ça fonctionne, quoi. Et il faut pas avoir peur d'aller chercher des plus compétents que soi dans chacun des domaines. Et c'est ce qu'on s'est efforcé de faire. Et je pense que la réussite de la Chambéry, c'est également la qualité du collectif joueur, du collectif du staff, de l'organe de direction, du conseil d'administration. C'est ça qui fait marcher. C'est ce collectif, c'est cette vertu-là et cette confiance au collectif qui fait qu'on en est là. Alain, tous les hommes sont remplaçables du jour au lendemain. Ouais, c'est vrai. Alain, on a parlé du présent, on a parlé du futur.
les 3 prochaines journées, la prochaine saison. On va finir cette page handball avec un petit clin d'œil quand même sur le passé, parce qu'on en a parlé de ce titre de champion de France. Eric a même écrit un livre sur ce titre. Je voudrais peut-être le mot de la fin pour vous deux. Alain, quel souvenir tu gardes, toi, plus de 20 ans après? On rappelle que c'était en 2021. Quand tu te retournes, qu'est-ce qui remonte vraiment en toi par rapport à ce titre? Et on posera ensuite la question à Eric, qui lui était au plus près de vous, puisqu'il suivait l'équipe de très près à l'époque. Le souvenir qui reste, ce ne sera pas un souvenir sportif, c'est le dernier match de championnat où on obtient la coupe le titre de champion de France à Chambéry contre Toulouse. C'est Eric va me confirmer si c'est bien ça. Où normalement on perd pas de match de toute la saison. On perd le premier match, le match qui devrait nous mettre au titre de champion. Ah ouais. On fait match nul le suivant à Créteil et on gagne contre Toulouse. On est champion de France. Et mon plus beau souvenir, c'est le public, tout le monde qui saute sur le terrain, etc. C'est la joie collective de tout le monde. C'était un plus beau moment, un grand moment d'émotion. Ouais. Et je me rappelle d'ailleurs parce que ça avait été utilisé sur la couverture du bulletin municipal suivant, où on voit Guillaume Gilles avec un sourire et un bonheur sur le visage. On a l'impression qu'il avait vu la Vierge. Tellement il était heureux. Et j'ai le souvenir là de ce plaisir de personnes, des gamins comme des anciens et de toutes les classes sociales en train de sauter de joie et la joie que ça avait procuré. Il n'est pas très sportif, mais c'est cet engouement-là et ce bonheur-là partagé. Ouais, alors moi, au-delà du match et de cette fête effectivement qui était mémorable, c'était même l'ensemble de la saison. C'était ces soirées complètement folles à Jean Jaurès, incroyable, qui dégueulaient de bonheur tous les 15 jours à Chambéry. C'était quelle enceinte, quel gymnase incroyable. Oui. Voilà. Alors le phare donne une connotation beaucoup plus professionnelle, mais voilà, on peut pas penser à Jean Jaurès sans un brin de nostalgie. Absolument. Et puis c'est aussi l'éclosion de cette belle génération, des frangins Gilles, de Narcisse, des Burdets à l'époque. Tous ces grands noms qui sont sortis de cette formation chambérienne. Voilà. C'est aussi ce qui a fait la force de cette équipe qui l'a amené au titre de champion de France. C'est cette génération de gamins complètement bourrés de talent, bien encadrés, parce qu'il y a pas un entraîneur, Philippe Gardan, qui avait apporté toute son expérience. L'arrivée quelques années plus tôt d'Attila Borsos aussi, l'international hongrois, qui avait quand même à son actif 3 championnats du monde, des JO à Barcelone. Et puis voilà, Laurent Munier, Hubert Droit, Laurent Busselier. Voilà, c'est cet amalgame en fait de jeunesse, de fougue, de culot, et puis cette expérience de vieux briscard et finalement cet amalgame a donné une aventure qui est allée jusqu'au titre. C'est formidable. Si vous me permettez, j'ai une autre anecdote parce que je voulais pas citer de nom pour pas mettre d'embarras à qui que ce soit. Mais je vais citer un que tu viens de citer, c'est Laurent Millier, qui est toujours à mes côtés aujourd'hui en tant que directeur général du club. On l'a reconverti. Et pendant cette saison, quasiment jusqu'au bout, à la fin du match, soit je le croisais, soit il me cherchait, il me disait, Alain, ça commence quand le championnat? Après chaque victoire, il venait en rigolant. C'est du Laurent Millier après chaque match en disant mais quand est-ce qu'on commence le championnat? On fait ça quasiment tout le championnat. Aïe. Excellent. Merci infiniment en tout cas, Alain. Merci beaucoup Alain. C'était cette page hand là remplie de nostalgie, de belles promesses en tout cas pour la team Chambé. Moi perso là je me suis tué, je vous ai écouté parler, c'est vraiment agréable et moi qui ai pas connu ça, je pense que ça devait être des moments merveilleux. Ouais. Encore une fois merci monsieur Alain Poncet pour ce moment que vous nous avez accordé. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et puis au plaisir encore une fois de vous retrouver ici quand vous voulez, quand tu veux. Exactement. Et au plaisir sur vos ondes et puis au plaisir au phare surtout. Exactement. Voilà. Oui. Allez nombreux au phare pour les 3 derniers matchs de la team Chambé. On se retrouve tout de suite après une petite pause musicale sur les antennes de Radio Grand Lac. À tout de suite. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.9. 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Et on est de retour sur les antennes de Radio Grand Lac, toujours pour l'émission 9-2 Partez. Bernard, tu m'accompagnes toujours. On est là après de cette super page hand. C'était un moment hyper bien. Très très agréable. J'étais très heureux de revoir Eric, très heureux d'entendre Alain, et ça m'a rappelé aussi plein de souvenirs. Exactement. Et puis très heureux qu'on ait pu partager ça avec toi, parce que tu as dit, tu étais pas là, mais tu es un passionné de sport, et je suis vraiment content qu'on ait pu faire ce petit moment tous ensemble.
ensemble, c'était sympa. Ah, j'aimerais vraiment le vivre un jour moi-même. Hein. Ça arrivera bien sûr. En France avec Chambéry. Je salue bien sûr Eric qu'on n'a pas fait ça en direct, mais bon, il nous a quittés et il a fait un super travail. Mais je le remercie d'avoir été là. Tout de suite, on repasse à une seconde thématique. On avait dit cyclisme. Eh ben, je ne déroge pas à la règle. On accueille Simone Robert, trésorière de l'association Savoie Sport Organisation, pour nous parler du Mossotagne Tour. Bonjour Simone, Bonjour. comment vous allez ? Mais ça va très bien. Bonjour à tous. Bonjour. Et donc oui, je suis là. Présentez-vous, dites-nous tout. Mais donc moi je suis trésorière de l'association Savoie Sport Organisation et nous organisons pour la deuxième fois le Mossotagne Tour. Donc on est accueillis par la commune de Meaux pour cette deuxième édition. Et donc ça se passe toutes les arrivées et les départs se passent à l'espace sport et nature de la commune de Meaux. Donc c'est l'espace du Fier, qui est un espace qui accueille également un beau vélodrome. Donc c'est vraiment un hub cycliste ce sport, cet espace de sport. Donc pour cette deuxième édition, donc le Mossotagne Tour va traverser les 8 communes de Chautagne et 10 communes voisines. Il va même aller jusqu'au bout du lac du Bourget par le côté ouest, donc à partir de Yenne. D'accord. Donc nous avons le samedi 3 juin. Donc le Mossotagne Tour se déroule sur les 2 jours, du samedi et du dimanche 3 juin. D'accord. Donc ça commence le samedi 3 juin avec un départ à 8h pour le col du Sapenay. Donc ça c'est le grand parcours. Non, je suis en train de dire une bêtise. Non, mais il n'y a pas de souci, reprenez-vous. C'est le col du Sapenay, c'est une course de 22 km. Oui, c'est ça. C'est la montée grimper du col du Sapenay. Voilà, excusez-moi. Ça grimpe dur, hein. Je me suis trompée de page. Bon, donc ça, c'est la montée du Sapenay, c'est le samedi matin, ça part à 8h. Après, il y a la toute première édition du cross-country VTT. Alors, à 11h, on a les éliminatoires pour ce cross-country VTT. Ça, c'est ouvert aux hommes, aux femmes, de 12 ans à 105 ans, si vous voulez, et donc aux licenciés et non licenciés. Le vélo, ça conserve. La seule obligation pour les non licenciés. Racontez-nous un petit peu ce cross-country, comment ça va être, qu'est-ce que vous prévoyez exactement? Voilà, donc, je disais juste que c'est ouvert à tous. Et donc, ça se passe comme ça. Il y a 1 kilomètre de contre-la-montre, là, pour les éliminatoires. Mmh. Et après, à 13h, c'est le short track qui démarre. Et ça, c'est 20 minutes de course sur une boucle de 2 kilomètres qui est dessinée autour du vélodrome de l'espace sport et nature. Et donc, le gagnant, ce sera celui qui a bouclé le plus grand nombre de boucles, donc, de 2 kilomètres. Et c'est une course extrêmement spectaculaire. C'est super pour ceux qui la font et c'est super pour ceux qui regardent, hein, parce que c'est vraiment très 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 spectaculaire. Donc après cette course, donc qui aura bien agité les gens là, ce sera l'animation en famille VTT. Ça démarre à 16h30. C'est une boucle de 2 kilomètres que les parents et les enfants vont pouvoir faire tranquillement en famille, donc en VTT. Et après il y a le goûter. Voilà, nous offrons donc le goûter aux enfants. Et, d'accord. Donc il y a ce côté, excusez-moi, je me permets, il y a ce côté un peu, on va dire, compétition ou tout du moins un pro ou semi-pro ou amateur comme on veut. Et puis il y a ce côté effectivement les familles qui peuvent venir s'y retrouver avec les enfants. J'ai vu qu'il y avait également un petit concours de draisienne pour les petits enfants. Voilà. Et ça sera le dimanche. Donc le dimanche après-midi, effectivement, en fin de journée, on a la petite animation pour les 2 à 13 ans, donc draisienne et vélo, avec différentes distances naturellement pour les draisiennes et les vélos. Et donc ça clôturera carrément l'événement. D'accord. Et à la fin du samedi, on a une petite animation spectacle sur le vélodrome. Et donc, le lendemain, le 4 juin, il va y avoir la cyclo-sportive avec le départ du grand parcours à 8h. Donc, lui, il va passer par le relais du Chat, donc, et il fait 115 km avec avec un dénivelé de près de 2800 mètres. Donc, c'est quand même, un parcours très, très physique, on va dire. Mmh.
Sachant que le relais du chat a quand même vu passer 2 fois le Tour de France déjà, donc c'est pas une petite, un petit défi, hein, c'est énorme. Simone, si je peux me permettre, moi j'ai fait le relais du chat il y a une vingtaine d'années à vélo et je me souviens que j'ai posé le pied à terre. Je n'étais qu'un modeste amateur du cyclotouriste, bien sûr, mais c'est très costaud. Alors 115 km, c'est effectivement une très très belle épreuve que vous leur faites. Ouais, vous leur faites un très beau parcours. Ah, effectivement, un gros challenge, un très très beau parcours avec des points de vue juste merveilleux. Et donc le départ et l'arrivée sont à l'espace Sport et Nature, toujours. Donc il y a le grand parcours ce fameux grand parcours qui part à 8h, et à 8h15 il y a le moyen parcours. Alors lui, il passe aussi par le col du Chat, mais il fait plus que 84 km et 1600 mètres de dénivelé. Et puis après on a le petit parcours qui va partir à 8h30. Et lui, il va partir pour 66 km avec un dénivelé de 1300 mètres. Voilà. Et on a ensuite à 15h l'après-midi la boucle de Meaux. Donc en cyclo-sportive, on a cette boucle de Meaux, on l'a en 2 versions, donc cyclo-sportive et randonnée VAE, c'est-à-dire que ça accueille aussi les véhicules électriques. Ah oui, les VTT électriques et vélos électriques. C'est bien. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est pour la boucle de Meaux. C'est l'après-midi. Et donc cette boucle, elle fait 13 km et puis il y a 250 mètres de dénivelé. C'est pas énorme. Mais en randonnée VAE, on a également un moyen parcours qui lui va partir en même temps que la cyclo-sportive, donc à 8h15. Et cette randonnée VAE va donc accueillir les vélos électriques. Et donc c'est le même parcours que la cyclo-sportive, 84 km sur 1600 mètres de dénivelé. Voilà. Donc en randonnée VAE, on a donc le moyen parcours et la boucle de Meaux, et qui partent donc en même temps que les mêmes versions mais de cyclo-sportive. Voilà. D'accord. Et racontez-nous un petit peu comment est-ce que vous avez défini tous ces tracés. Qui c'est qu'il y a eu du repérage par rapport à l'année dernière? Qu'est-ce qui a évolué? Alors, c'est c'est Samba, hein, qui a dessiné tous les parcours. Il a fait du repérage. Il a même fait beaucoup de choses à vélo lui-même. Donc, on peut dire qu'il a vraiment vu les choses par lui-même. Donc, par rapport à l'an dernier, est-ce qu'il y a eu beaucoup de modifications? Je suis pas certaine. On a ajouté le grand parcours. Voilà. D'accord. Ça, voilà, le grand parcours a été ajouté par rapport à l'an dernier. C'était pas assez difficile, donc voilà. Je vois. Donc, certainement. Oui, donc ce grand parcours qui est ajouté, en fait, avec un tracé qui est un peu, légendaire, c'est un grand mot, mais assez historique. Hein, Tour de France s'étant passé par là. Ça attire du monde, ça? Ah j'imagine, oui. Il y a un engouement, j'imagine. Il y a combien de personnes qui vont participer à cette épreuve sur les 2 jours, quels que soient les âges? Là, c'est un peu difficile à dire pour commencer, mais enfin, on a une centaine déjà d'inscrits. Après, on va voir d'ici l'événement, début juin, on va voir. Mais là, pour l'instant, il y a déjà une centaine de personnes inscrites. C'est bien. Oui, c'est bien, tout à fait. Et puis voilà. Et donc vraiment, on va passer par toutes les communes de la Chautagne. Hein. Donc il y a 8 communes en Chautagne, elles vont toutes être traversées par la cyclo-sportive. Et il y aura aussi 10 autres communes qui seront traversées. D'accord. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment un mélange. Ce parcours, c'est vraiment un mélange de plaines, de collines et de cols vraiment très très exigeants. Donc il y en a pour tous les goûts. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner, c'est que tout le monde peut participer à son niveau. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est le message qu'on retient, en tout cas, effectivement, pour tous ceux qui aimeraient participer. Voilà, vous voyez, les parcours sont adaptés à tous les types de personnes, tous les types d'équipements même. Donc c'est ça qui est très bien. N'hésitez pas à vous inscrire. Il y a de la place pour en profiter. C'est un décor magnifique. Ah oui. Ça, c'est vraiment un festival du cyclisme. Hein. C'est quelque chose de très 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 spécial, hein, parce que c'est vraiment. Ça fait 2 fois qu'on l'organise. Et on commence à avoir notre petit succès parce que les gens recherchent beaucoup ce genre d'événement. Oui, c'est vrai que les inscriptions se font donc en ligne sur le site mo-chautagnetour.com. Et puis elles pourront aussi se faire sur site, mais je crois qu'il y a quelques petits frais supplémentaires. Donc on encourage vraiment tout le monde à s'inscrire en ligne sur le site.
Je précise qu'on recherche toujours des bénévoles, tant le samedi que le dimanche, pour faire signaleur, ravitailleur, pour encadrer les enfants. Enfin voilà, il y a toujours besoin de bonne volonté. Bien sûr. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Hop, voilà, ça c'est fait. Et simplement par rapport à leur première édition, qu'est-ce que à la base c'était quoi l'idée? C'était quoi l'envie? Pourquoi il y a eu ce déclic de se dire tiens, et si on organisait un événement de cette ampleur où on proposerait des parcours plus ou moins grands, plus ou moins difficiles, divers et variés pour les gens et pour tous ces habitants de ce grand périmètre de Savoie et Chautagne. Bien sûr, voilà. Mais au départ, si vous voulez, on a un organisateur né qui est Samba, qui a organisé énormément de choses. Lui, il nous vient de Dubaï. Il a organisé beaucoup d'Ironman, de triathlon, de choses comme ça à Dubaï. Et quand il est arrivé dans notre belle Chautagne, il avait envie de continuer à faire ça. Et donc là, il nous organise pas mal de duathlon aussi dans la région. Et il se trouve que à Meaux, nous avons cet espace sport et nature qui est quand même de toute beauté, avec maintenant ce vélodrome qui a été finalisé donc cette année, donc qui est utilisable. C'est tout neuf du coup. Pardon ? C'est tout neuf du coup. C'est le vélodrome est vraiment tout neuf, mais l'espace sport et nature existe déjà depuis longtemps. Il y a vraiment beaucoup c'est au bord d'un petit lac, beaucoup de familles y vont le samedi dimanche pour les gosses, faire du vélo, etc. C'est un endroit juste magnifique. Et donc on a eu un petit peu envie d'exploiter ce lieu. Et donc le maire de Meaux, qui est monsieur Claire, Daniel Claire, lui il était tout content également, complètement participant à l'aventure. Et donc on est parti là-dessus avec des idées de faire tout ça, tous ces parcours pour justement qu'il y en ait pour tout le monde en fait. Parce que on a des partenaires quand même, on a la CNR qui nous aide, la Compagnie nationale du Rhône, on a FH qui nous aide aussi, et puis on a un club cycliste Alliance du Lac à Aix-les-Bains aussi qui est un petit peu qui nous aide. Et puis je précise aussi une chose, c'est qu'il y a des médailles juste magnifiques. Elles sont juste belles. Ça peut être une bonne source de motivation. Ah oui, là je les vois à l'instant, elles sont juste magnifiques ces médailles pour le Meaux Chautagne Tour. Là, ils seront bien récompensés ceux qui viendront. On les entend clinquer, en plus c'est génial. Ça vous donne une bonne motivation à tous nos auditeurs en tout cas qui sont fans de vélo et de grands espaces, de belle nature et de beaux panoramas. Moi je pense que ça peut être une super idée. Je suis presque à me demander si j'inviterais pas mon père à participer avec moi. Ça pourrait être un beau moment de partage. C'est vraiment ouvert à tous. Oui, c'est vraiment un très beau moment de partage. Les familles, les gens, tout le monde apprécie beaucoup. Et je pense que, on a déjà eu beaucoup de succès et beaucoup de très très bons retours l'an dernier. Donc on espère que cette année, il en sera de même. Voilà, parfait. Faire découvrir un peu la Chautagne, c'est parfait. Super. Bon, je crois que j'ai à peu près tout dit. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Absolument pas. Non. Pour moi, on était tout bon. Vous voyez, j'avais le site sous les yeux, mais vous avez bien tout expliqué. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là pour nous parler du Meaux Chautagne Tour, qui a l'air d'être un événement qui va bien fonctionner. En tout cas, moi, je recommande. N'hésitez pas encore une fois à aller vous inscrire sur le site internet. Et puis, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, Madame Simone, et encore merci et bravo à Samba pour la création de tous ces parcours et cet organisateur là qui m'a l'air d'être un brave type, parce que à mon avis là, il a fait un super travail. Compétent. En tout cas, moi, j'ai les cartes sous les yeux là. C'est du beau boulot. Voilà, non mais c'est professionnel, je dirais. Exactement. Oui, c'est très très bien organisé. Voilà. Super. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. On espère vous voir. Voilà. Parfait. Très bien. Passez une bonne fin de journée. Merci. Et à très bientôt. Merci de vous réavoir ici sur les antennes de Radio Grand Lac. C'est très gentil. Merci au revoir. À vous. Au revoir. C'était notre page vélo. Franchement, un beau petit événement là qui s'annonce. Idée de sortie pour le week-end. Exactement. Si on rappelle, il me semble donc c'est le 3 et 4 juin. Donc voilà. Si vous ne savez pas quoi faire, le Meaux Chautagne Tour, il risque d'y avoir du monde et ça risque de faire. Simone était une très bonne ambassadrice de cette épreuve. Exactement. Dernière thématique. Mon cher Bernard, si on parlait un peu encore une fois de sport collectif. Oui, surtout que tu l'as dit en préambule, il y a des enjeux pour cette fin de saison.
Exactement. Bah alors commençons. Moi j'avais en idée le foot. J'ai deux clubs dont j'ai envie de parler. Commençons par l'ex foot. Oula là, j'ai perdu. Le foot à Aix, l'équipe de foot. Voilà, l'équipe de foot à Aix en National 3. Et ben malheureusement, c'est pas des bonnes nouvelles qu'on apporte. Ce club d'ex-foot qui ne se maintient pas et qui redescend en Régional 1. Même là, cette dernière journée qui va être jouée le 3 juin, pardon, c'est déjà trop tard pour le club. Condamnés, ouais. Ils sont condamnés, c'est forcément une déception. On l'avait évoqué au cours de cette émission. Il y a eu un espoir quand même pour les footballeurs aixois. Et puis, finalement, la dynamique s'est pas enclenchée, jamais. Et il y a eu toujours cette de jouer comme ça à la limite de la ligne de flottaison. Et puis, comme bien souvent, on s'épuise. Et c'est vrai que les aixois n'ont pas réussi à assurer ce maintien. Il y a peut-être une réaction un peu trop tardive aussi. Et puis des matchs qui ont été perdus dans des conditions vraiment regrettables, des points qui ont été lâchés. C'est souvent le cas, ça se joue à pas grand-chose. Il n'a pas manqué grand-chose aux aixois. Ils sont condamnés officiellement. Il va falloir maintenant repartir à l'étage en dessous et on sait, Adrien, que c'est jamais facile de rebondir après une relégation, quel que soit le niveau. On leur souhaite en tous les cas de revenir très vite à ce niveau national. Exactement, oui. En fait, il y a eu cette petit problème quand même de constance tout au long de la saison. Même si en fin de saison il y avait du mieux, mais c'était déjà en fait trop tard. Presque pour eux. Tard, ouais. Parce qu'il y a quelques victoires encourageantes en fait sur cette fin de saison. Peut-être que ce sur quoi il faudra construire pour la saison prochaine. Ouais, et puis c'est vrai qu'il faut un banc de touche, il faut pouvoir pallier les blessures. Il faut. Alain Poncel disait tout à l'heure, dès qu'il y a des blessures, c'est très compliqué, quel que soit le sport. Ça a été le cas aussi à Aix, des joueurs clés qui ont manqué. Et puis on le dit, c'est des détails. Après, et une lutte pour la relégation, ça se joue aussi à des détails. Malheureusement, ils n'ont pas tourné en faveur des Aixois. C'est dommage. C'est forcément une déception, mais c'est un club qui rebondira. J'en suis convaincu. Exactement. Bon, du coup, voilà, bilan. Aix qui termine 12e sur 14 de leur poule de National 3, Auvergne-Rhône-Alpes. On passe à un autre club de cette poule-là, le Chambéry-Savoie Football, qui lui se maintient en terminant 10e et qui est bien maintenant, avant ce dernier match, sauvé et qui est même bien sauvé. Il n'est pas du tout ennuyé par cette relégation. Ils ont bien géré cette fin de saison, les Chambériens. Ouais, ces Chambériens, on en a beaucoup parlé pour leur parcours en Coupe de France, bien sûr. Et ici même, les dirigeants avaient évoqué le risque d'une déconcentration à la suite du parcours en Coupe de France. Et les Chambériens, ils ont quand même su rester concentrés sur leur objectif qui était le maintien. Ils l'ont obtenu. Ils se sont un petit peu fait peur aussi à une époque. Fallait pas basculer du mauvais côté. Ils ont réussi à rester dans une dynamique et puis finalement à obtenir un maintien relativement confortable. Donc ça, c'est bien. Ça va permettre de préparer la saison prochaine sereinement avec la perspective de nouvelles infrastructures aussi sur le plan sportif. Donc voilà, une dynamique peut-être pour les Chambériens. En tous les cas, une saison qui aura été tout à fait satisfaisante pour eux. Exactement. Là, je vois leur dernier match, c'était 4-0 face à la réserve de Clermont. Non, mais ils ont vraiment des belles armes, surtout offensives. Je sens ces Chambériens. C'est bien pour ça qu'on les a vus aussi haut en Coupe de France, comme tu nous l'as rappelé. Donc voilà, une belle équipe de Chambé qui peut-être jouer de bien meilleures places l'année prochaine. À voir comment ils vont être gérés cette intersaison. Passons au basket. Basket avec Aix-Maurienne qui jouait eux aussi une potentielle relégation, mais qui se sont sauvés avant dernier match de la saison. Aix-Maurienne-Quimper, les deux à la rupture et donc tout en bas du classement, qui jouaient donc du coup les places en relégation. C'était un match à 6 points, on va dire. Exactement. Ça, c'est un vrai match à 6 points et que les Aixois sont arrivés à gagner 78-71 à domicile. Ils ont fait le boulot tout simplement. Ils se sont qualifiés, ils ont pris le problème à bras le corps et puis voilà. Tu as raison. Et moi je vais faire un petit clin d'œil rapide pour ce club d'Aix-les-Bains parce que c'est un club qui fait partie du patrimoine de la Pro B, vraiment. Et ça aurait été dur que ce club descende. Et puis il y a des dirigeants. Je leur fais un petit clin d'œil d'ailleurs parce que j'ai eu la chance de suivre ce club longtemps quand j'étais journaliste dans la région. Il y a des dirigeants qui font un très très bon travail.
travail. Il n'y a pas un budget colossal par rapport à d'autres clubs qui ont beaucoup plus de moyens financiers. Mais Aix-Maurienne, c'est vraiment le patrimoine de la Pro B. Et Aix-Maurienne en Pro B, c'est une très très bonne nouvelle pour tous les amoureux de basket dans la région et qui pourront continuer à suivre les exploits de cette équipe qui est vraiment sympa. Moi personnellement, je suis vraiment très content qu'ils aient réussi à décrocher ce maintien. Mais ça peut forger une vraie dynamique pour le début de la saison prochaine. Voilà, cet arrachage du maintien. Absolument. Parce que je sais qu'à ce début de saison, ils avaient justement plutôt visé l'autre partie de tableau, voir jouer les playoffs. Ça s'est pas du tout passé comme prévu. Gros problème de blessures tout au long de la saison, de méformes, des choix qui n'ont pas été payants au niveau des arrivées de joueurs. Et ce qui a beaucoup fait du bien, c'est justement au niveau de la trêve hivernale, ce qu'ils ont pu apporter en complément pour cette équipe. Bon, du coup, ils sont sauvés. C'est plutôt bien. C'est vrai que ça faisait longtemps. Ça fait maintenant très longtemps qu'ils sont Pro B, le club d'Aix-Maurienne. Donc, c'est un staff qui gère bien sa barre, qui gère bien ce club. Et ben voilà, Aix-Maurienne est maintenu en Pro B. Passage maintenant au rugby. Et on va finir avec le suspense du rugby. Ouais. Exactement, parce que là, il reste encore un gros match à suspense à jouer. On va parler de l'US Montmélian Rugby. L'US Montmélian Rugby qui a fait sa saison régulière et sa poule de Fédéral 2 sans perdre le moindre match. Ouais. Quand même, c'est saison hallucinante. Je crois qu'ils ont un match nul, le reste c'est que des victoires. Donc ils étaient qualifiés automatiquement donc pour leur play-off et donc ils sont eux allés gagner leur 16e de finale. Les deux matchs. Sur un match, ils ont gagné. Ouais, ils sont qualifiés sur un match à domicile. Ouais, c'est exactement ça. Je savais plus. J'ai un petit doute simplement sur l'adversaire. L'adversaire, c'était mince. Pas grave. C'était à Brive Saint-Jouard, voilà, c'est ça. Donc ils sont allés s'imposer 2 fois. C'était des super matchs et donc les Montmélianais qui sont en 8e et qui jouaient donc pas plus tard que le samedi dernier et malheureusement première défaite de la saison. T'as raison de le préciser parce qu'ils ont vraiment fait une saison exceptionnelle. C'est rare dans un sport comme le rugby, en plus de caracoler en tête comme ça. Et c'est la preuve, Adrien, que une saison c'est très très long et que sur un match on peut parfois passer à côté. Ça a été un match très difficile samedi, une défaite de 26 points. Il va falloir rattraper ces 26 points. Beaucoup d'engagement physique, beaucoup d'impact. Il y a la fatigue de la fin de saison qui joue aussi. Je pense que c'est sans doute été déterminant. On connaît cette équipe de Montmélian, c'est une équipe qui a des vertus morales, mentales et qui va réagir, j'en suis certain. Maintenant, gagner, je pense que les Savoyards en sont vraiment capables. Aller chercher 26 points, va falloir se retrousser les manches, mais c'est la beauté du sport. Je sais pas ce que t'en penses, mais on a vu des exploits comme ça. Moi, j'espère vraiment parce que ça serait bien pour couronner cette saison des Chambériens, qu'il y ait quelque chose au bout, ou en tous les cas que l'aventure ne s'arrête pas là. Quand on fait une saison aussi pleine, avec une équipe qui est un amalgame magnifique de jeunes joueurs et de joueurs plus expérimentés, la mayonnaise a vraiment très bien pris. Il y avait des très très beaux matchs à Montmélian cette année. J'espère qu'ils arriveront à passer ce nouveau tour et continuer l'aventure. Exactement. Et puis là, du coup, leur retour, ils le font à domicile. Ça va se jouer à Montmélian. Pas facile d'aller jouer à Montmélian, on le sait. Non, absolument pas facile. T'as raison de le préciser. C'est vrai qu'à mon avis, ça doit faire bizarre quand même, après une saison sans avoir perdu, de se retrouver comme ça. On avait vraiment ce sentiment, et puis c'était ce qui ressortait vraiment de cette équipe de Montmélian qui s'était créé vraiment un espèce de mental à toute épreuve pour aller chercher la gagne à tout prix. Et là, de se faire renverser pour la première fois, ça doit faire bizarre. Oui, à voir comment ils vont rebondir, en fait. C'est là qu'on voit quand il y a une rupture de dynamique, on voit comment l'équipe peut réagir la semaine d'après. Alors je peux te dire que, à mon avis, à l'entraînement et dans les débriefings, le staff a dû s'employer à vider les têtes, à remettre tout le monde dans le sens de la marche, parce qu'il faut surtout pas que la dynamique s'arrête durablement. Il faut repartir. Et puis c'est vrai que tu l'as souligné. Moi, là encore, j'ai eu la chance d'assister à de nombreux matchs à Montmélian. Il y a quand même ce public qui est incroyable. Il y a une ferveur. Donc il y a les ingrédients pour renverser la machine. Il faut y croire côté montmélianais. Et puis il suffit de faire douter l'adversaire dans les quelques premières minutes. Et on sait qu'en rugby, le score peut aller très vite. Donc faut y croire, et en tout cas aller encourager cette équipe de Montmélian, elle le mérite. Exactement. Et ça va se passer le 28 mai prochain. Ce sera à Montmélian face à OSC Royanais qui a créé l'exploit donc sur ce match aller.
Pareil, Mais c'est pas dur, c'est pas facile d'aller jouer à Saint-Jean-Royan. J'ai couvert quelques matchs aussi. Waouh, c'est des solides. C'est des vraies équipes dures à aller déloger chez elles. Absolument. Donc, je pense qu'on va avoir droit à un match retour épique. Plein de suspense du coup à venir. Moi, franchement, je me tâte vraiment à aller voir qu'est-ce qui va se passer sur cette pelouse. Je sens que ça va y laisser ses tripes et ça va y laisser de la sueur. Eh ben, on y va ensemble. Exactement. Bah, allez. Le rendez-vous est pris avec Bernard. En tout cas, on va terminer cette émission là-dessus. Je te remercie encore une fois, Bernard, d'avoir passé ce moment avec moi. Non, mais c'est moi qui te remercie, Adrien. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Et encore une fois, merci à vous, nos auditeurs, de nous avoir écoutés pour cette nouvelle édition de 9-2 Aparté. Avant qu'on se quitte, un tout dernier merci à tous nos invités qui sont venus avec nous aujourd'hui. C'était génial de pouvoir les recevoir et partager ce moment-là avec vous. On se retrouve pour nous dans 15 jours, même heure, même endroit. Bonne soirée à tous et à très vite sur les antennes de Radio Grand Lac. Et Jean-Pierre à la réalisation. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Radio Grand Lac.